Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Spin Elite. Écoutez, bienvenue pour ma première vidéo YouTube sur cette chaîne. Je me trouve aujourd'hui avec Kit et on va revoir avec lui un gameplay sur BetClick en 20 €. Donc je te laisse te présenter rapidement. Donc bonjour à tous, je m'appelle Christophe, ça fait 5 ans que je suis chez SE. Je suis arrivé en spin il y a 3 ans à peu près et avant j'étais en MTT chez SE et voilà, là je suis en 20 tranquillement. Et tu as fait la plus belle des transitions en passant du MTT au spin pour enfin réussir dans la vie. J'y pensais en plus, tu sais, j'allais dire comme 95% des gens en spin chez SE, je viens de la team MTT je pense. Ça doit être un truc comme ça. Bon bah en tout cas on va regarder ton gameplay. Pour ceux qui me connaissent pas, du coup je m'appelle Théo, je suis coach en spin sur majoritairement Unibet, mais voilà, je suis normalement capable de m'occuper de toutes les roues. Donc on va regarder ton gameplay en 20 €. Du coup, on va commencer tout de suite sur ta première main. Je vais d'abord te laisser me donner ton avis sur cette main. Donc moi, je l'ai sélectionnée évidemment. Donc il va se passer forcément des choses que j'ai remarquées. Mais je voulais d'abord avoir ton avis et tes sensations du moment aussi, puisque forcément, c'est toi qui l'as joué. Donc c'est toi qui as potentiellement des informations que je n'ai pas. Voilà, pour m'expliquer comment s'est déroulée la main pour toi. Du coup, je te fais street par street, c'est ça? Tu veux ou... Bah ouais, je pense qu'on va regarder street par street. Est-ce que tu connais cet adversaire? C'est la première information qui est importante à mon avis, parce qu'on est quand même... Donc j'allais te dire que non, ça c'est plus fiche, on va dire. D'accord. C'est pas un reg. Donc la stratégie va être un peu différente de toute façon. Là, valet 3 shoot à ces profondeurs-là, c'est un limp de toute façon. Ok. Je sais pas ce que t'en penses. Enfin, de toute façon, pareil, on va pas faire tapis, hein, donc... Je pense qu'en fait, tout va dépendre de ton adversaire, est-ce que ton adversaire est passif, est-ce qu'il est agressif, est-ce que post-flop, il est simple à jouer. En fait, pour moi, c'est des mains où de toute façon, tu ne feras pas d'erreur tant que tu ne foldes pas. À partir de là, tu peux décider de limp, de min-raise. Rien n'est choquant, en tout cas, pour le pré-flop, en tout cas. Ok, j'ai rajouté juste un truc, dernière chose, parce que BetClick, en ce moment, ils mettent souvent des mises à jour de leur logiciel, vu que c'est neuf. D'accord. Là, il me semble qu'on n'avait pas encore les mises à jour sur les pastilles et tout ça, donc... D'accord, donc tu n'as pas de pastilles sur lui. Il n'y a pas encore de... donc c'est ça. Ok, bon, du coup, vient ce flop valet 7-6 Rainbow, donc tu fais une top pair dès le flop. Donc ici, bon, je suppose que ton adversaire va check, voilà, il check. On voit déjà l'action que tu vas sûrement prendre. Tu veux rajouter quelque chose à ce moment-là? Non, après je pense que ça paraît assez logique ici de bet avec une top pair, même si elle n'est pas très bien kickée ici. On a quand même envie de faire grossir le pot. On est assez content quand même de value ici notre valet, je pense. Alors après, peut-être le size, est-ce qu'on fait mi-pot ou est-ce qu'on peut un peu size up, genre faire 1.5? Je pense que ça va payer tout pareil, C6 et C7 de toute façon, donc je sais pas ce que t'en penses. Alors en fait, moi je pense que c'est plutôt la stratégie pré-flop où je pense que j'aurais adopté une stratégie un peu plus agressive et je pense que je min-raise beaucoup 25 dips contre des adversaires que je ne connais pas. Les gens vont un peu trop fold pré-flop déjà, donc en fait avoir une stratégie plutôt de min-raise à ces profondeurs là très agressive me va très bien. Maintenant, une fois que tu as limp, je pense qu'il n'y a pas besoin de size up. Ça va être dur d'extirper beaucoup d'argent à beaucoup de mains et ton but c'est de garder sa range le plus large possible. Donc je préfère miser petit avec mes petits valets et un peu abuser avec mes gros valets et faire effectivement des sizes un peu plus élevés. Ici, si j'avais valet 10 ou plus, je pense que j'aurais fait 1.5 effectivement. Valet 3 est encore un peu trop bas et nos adversaires vont certes nous donner leur force de leur main assez rapidement, mais je veux pas m'embarquer dans un coup trop gros avec une top pair et un petit kicker. Donc j'aime bien ton size petit ici. Du coup, tombe sur un 9 de trèfle, notre adversaire recheck. Quel est ton plan de jeu ici? Est-ce que tu anticipes déjà la rivière? Voilà, un peu quel est ton plan de jeu à ce moment-là? Je pense qu'on est tous pareils quand on voit des... Genre là, je me souviens quand je jouais à Turn, je fais pas la meilleure celle-là quand même. Non, ça fait rentrer pas mal de trucs. Bon, le truc qui est assez cool d'un côté, je trouve, c'est qu'il a quand même snap check aussi. On peut se dire que parfois, certains adversaires, tu sais, ils pourraient tenter de reprendre le lead ou réfléchir un peu plus s'il avait touché deux paires ou une straight. Le truc, c'est qu'ici, je suis IP et je me dis que si je fais cher ici, river, je vais quand même arriver à m'en sortir, je pense, si je sens que la river est vraiment à chier. Et vu qu'il y a beaucoup de draws quand même qui arrivent avec ce 9, donc genre des trèfles, les 9 et 8, 7 et 8, 6, 8. Enfin, il y a 50 000 trucs de toute façon. Je pense que faire cher, ça peut être un bon truc à faire avec le valet ici. En plus, on bloque rien. Donc, ton projet en faisant cher, c'est de faire cher sur la turn globalement. Et je suppose d'abandonner si jamais il te revient dessus. Oui. Et plutôt abandonner sur la plupart des rivers. Donc en gros, si tu mets un parpaing turn pour te faire payer par un 9 ou un 7 et 8 ou des choses comme ça. Et ensuite, tu auras pour projet de check river. Ok. Moi, je suis pas tellement de cette école-là. Je suis plutôt d'une école où ça va être très compliqué d'avoir 3 streets de
de value ici. On s'en doute bien, hein, tu as un valet encore une fois oui, qui bien m'a sûr, quitté. Je suis plutôt de l'école de check. En fait, certes, il a des draws, mais ça me dérange pas vraiment de lui laisser les quitter, d'aller toucher une dernière carte. Ta main est pas assez forte, on est 25 deep, il n'y a pas besoin d'aller faire des pots gros tout le temps. Et c'est aussi une erreur qu'on a un peu régulièrement, c'est qu'on surestime un peu la force de ses mains. Et là, je pense qu'en misant gros ici, on surestime un peu la force de notre main. Même si là, t'as un énorme avantage, c'est que tu ne bloques aucun flush draw. Donc effectivement, il en a beaucoup plus. Tu ne bloques aucun 8, aucun 9, aucun 8, aucun 10, pardon. Donc globalement, effectivement, en gros, il a tous les tirages, quoi. Mais j'ai tout le temps peur que mon adversaire soit un peu trop agressif avec ses draws et ça m'embête de fold un valet dans un spot où il y a autant de draws. C'est un peu mon argument de ne pas bet ici, quoi. Juste pour revenir sur ça, du coup, parce que j'allais te dire que, genre tout ça, je suis ok. Enfin, si j'avais été contre reg, tu vois, ici, clairement, j'aurais tout le temps de check le valet, je pense. Et contre fiche, je pense qu'il va pas y avoir assez de check raise, justement, avec des paires plus draw. Ici, ça va jouer assez passivement et du coup, je me dis que c'est peut-être un peu mieux de faire cher de suite et de réévaluer river. Mais bon, après, peut-être que je me trompe et que en fait, c'est comme ça que je vois la chose, en tout cas. C'est plus que dans tous les cas, il va être, tu l'auras ton barrel river. En fait, il a jamais un draw tout seul, tu vois. Il a toujours une paire plus draw aussi. Bien sûr. Parce qu'il a fallu qu'il call flop, donc il a forcément une paire plus draw. Donc en fait, une fois que le draw aura miss, tu auras autant de value river. Et en réalité, tu vas globalement lui prendre la même somme que tu bet turn ou river. Quand son draw va rentrer, il va faire cher. Donc globalement, tu vas pouvoir fold. Donc ça me fait économiser un peu d'argent quand ses draws vont rentrer. Et je vais pas gagner plus à faire cher turn et check river, tu vois. Donc globalement, on gagne la même somme, mais moi, je prends pas le risque d'avoir fait grossir le pot à la turn. C'est plus ça l'argument, en fait. Bon, là, entre guillemets, c'est la meilleure et la pire. Elle fait rentrer les trèfles, encore une fois. Je pense qu'on s'attend pas à ce qu'il ait énormément les trèfles. Donc, 4 et 5 aussi. 4 et 5, je pense que c'est l'une des mains qu'il a le plus ici. En tout cas, l'une de ses mains les plus fortes qu'il va avoir ici. 10 et 8, je pense qu'il l'a plus. Donc, effectivement, ça va être intéressant de voir ce que tu fais ici. Et peut-être ton raisonnement aussi à froid, hein, globalement. Ici, c'est beaucoup plus simple. Parce que on revoit le gameplay, je me souviens même plus de ce que j'ai fait. Mais bon, là, je t'ai donné la réponse de ce que tu as fait. En tout cas, qu'est-ce que tu aurais fait à froid ici. Après, maintenant qu'on a discuté de tout ça. Bah là, quand on revoit la main, clairement, je pense que je suis très, très, très souvent devant quand même ici. Clairement, on va value, c'est sûr. On veut value, c'est ça, des paires plus draw, des trucs comme ça, qui ont mise du coup river. Et je pense qu'il y a un petit effet aussi chez Fish, j'ai remarqué, c'est que genre river, tu sais, quand ils misent leur draw comme ça, tu peux envoyer cher quand même, je pense que ça va assez souvent call de dégoût, tu sais, genre le gars il a pas touché, mais il a son set, du coup, il se call river. En gros, globalement, c'est juste que ils vont être inélastiques à quoi que tu fasses en fait. Donc globalement, ici, il va call globalement tous les sizing. S'il a une paire qui bloque en plus potentiellement des quintes, il va être assez inélastique. Et du coup, ici, je pense que tu peux faire extrêmement cher. Il a quand même assez rarement mieux que toi. Il aurait souvent pris le lead river, parce que c'est souvent ce que les fiches vont faire dans ces situations, c'est lead d'eux-mêmes, les mains très très fortes. Donc, t'es assez rassuré quand même. Et du coup, là, je pense que j'aurais fait extrêmement cher. Donc, genre, overbet carrément ou... Non, je pense que l'overbet est un peu ambitieux. On n'est pas en blind, mais effectivement, faut pas oublier que la plupart des joueurs récréatifs jouent en blind, jouent pas en blind, pardon. Ils jouent en valeur. Donc, je pense qu'il faut sizer en fonction de la valeur et que c'est un truc assez fort à faire ici. Donc là, globalement, le pot paie 270 jetons. Tu vois, si tu lui fais un truc comme 250, c'est pas mal. Donc en blind, ça va faire un 8 quelque chose. 8, 8, c'est ça. Voilà, je pense que j'aurais sizé un 250. En fait, il faut qu'il lui reste des jetons après ce coup. C'est important parce que sinon, ils vont pas y recall. Enfin, plus compliqué d'y recall. Mais ouais, je pense qu'ici, il faut que tu fasses très très cher. Donc un peu plus cher que ce que tu as fait, tu vois. Voilà, bon, il a snap call en plus. Et en plus, voilà, tu vois, c'est un peu. En fait, il a un peu le genre de main qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'il a. Bon, déjà, flop, c'était compliqué pour lui de fold. En plus, il a des draws. Mais voilà, on s'attendait en tout cas à des paires plus un draw. Effectivement, c'est ce qu'il a. Donc, il n'y a pas de surprise. Donc, ouais, tu vois, c'est le genre de main, effectivement, où tu peux vraiment size up sans problème et faire beaucoup plus cher que ça. On a arrêté de la value river, quoi. Mais t'en as pris turn là où j'en aurais pas pris, donc tu rattrapes un peu. On est à égalité partout. Ouais, mais j'en ai pas pris pré-flop ou t'en aurais pris vu que t'aurais raise, donc bon. Donc en tout cas, effectivement, il y a plusieurs manières de jouer cette main, mais la seule street où j'aurais fait plus attention en tout cas, c'est la turn où on n'a pas forcément beaucoup de value et en fait la value qu'on ne prend pas à la turn, on la récupérera à la river sur pas mal de mains qui nous arrangent en fait. Donc là, tu vois par exemple, en fait c'est n'importe quelle carte qui ne connecte pas au board en direct, tu pourras prendre de la value quoi. Même sur une dame, un roi ou un as, tu vas miser petit et tu vas quand même réussir à value des 7, des 9, des 6. Donc, prendrais moins de risques à la turn et plus de value à la river. En fait, j'aurais préféré bet check bet que bet bet check dans la line, dans l'idée. Là, j'ai bet bet bet, mais ok, ça marche. T'as bet 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 parce que c'est un 3. Oui. Mais sur un 4, t'aurais bet bet check. Ou sur un 8, t'aurais... Voilà. Allez, main suivante. Progresser au poker, ça peut paraître compliqué, ça peut prendre beaucoup de temps, et c'est pour ça que chez Spin Elite, on a développé une solution avec un accompagnement quotidien pour vous aider à atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Que tu sois joueur de MTT, de Spin, tu pourras bénéficier d'un accompagnement personnalisé, de coaching technique, de coaching mentaux, de notre Discord privé
où tu pourras poster toutes les mains qui t'ont posé problème, de nos outils spécifiques comme nos ranges, à la fois GTO mais aussi exploitantes pour exploiter justement le fil de récréatif mais aussi de joueurs réguliers. Donc tu as accès à tout ça quand tu nous rejoins. Le dépôt de candidature prend moins de 3 minutes, tu peux le faire sur notre Discord affilié. Sur Discord, tu peux poser toutes les questions sur le stacking coaching. Enfin, évidemment, en rejoignant Spinelite, tu rejoins une communauté, tu rejoins plus de 150 joueurs qui nous font confiance actuellement et qui pour beaucoup d'entre eux ont gravi les plus hautes limites du .fr, que ce soit en MTT ou en spin. Spinelite, c'est le tremplin idéal pour t'accompagner dans ta progression poker. Allez, on se retrouve sur ta main numéro 2. Cette fois-ci, tu as As-8 en grosse blinde. Vous êtes encore 3. Vous avez globalement tous 15 blindes. Et ton adversaire au bouton décide de min-raise. Adversaire qui, je pense, est un reg. Je crois qu'on le voit plusieurs fois dans ton gameplay. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être un reg assez décent. Ok. Sur min-raise, ici, As-8, je pense qu'on peut faire les deux. Ça va dépendre du profil adverse, surtout. Ok. Bon, clairement, la première chose qu'on a envie de faire, je pense, c'est jump. De toute façon, ici, As-8, ça n'a pas une trop bonne jouabilité post-flop. En plus, hors de pause. L'argument principal pour... ton argument de ne pas faire tapis, c'est vraiment en fonction des ranges de ton adversaire. Et si tu considères que ton adversaire joue des bonnes ranges, il faut absolument avoir des As-6 en call ici, puisqu'effectivement, il faut que tu puisses te défendre sur des boards As-6 et donc il te faut des As-6. Donc c'est l'argument principal du call, je pense. Et effectivement, je pense que la plupart des gens ici vont prendre le tapis sans se poser la question. Mais je te laisse faire, pardon. Non, mais du coup, j'allais dire, là, du coup, ce que tu viens de dire, de toute façon, je préférais call, donc tout ce que tu as dit, tout pareil. Voilà, pour le pré-flop. Bon, du coup, tu calls et on se retrouve sur un flop Roi 6-2. Donc, un flop qui avantage plutôt ton adversaire normalement et qui devrait logiquement c-bet à haute fréquence. Ouais, ce que j'allais te dire, de toute façon, je suis pas un pro sur les fréquences de c-bet, tout ça, mais je pense que le Roi 6-2, quand tu open au bouton ici, j'imagine que tu dois c-bet ultra souvent avec un petit size de toute façon. Donc, je trouve que tu viens de dire l'argument parfait parce que j'allais rebondir dessus tout de suite. Ton adversaire fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'il utilise un size 1.6 ici. Donc qui correspond à peu près à un tiers. Est-ce que c'est une information qui te donne quelque chose selon toi? Enfin, du coup, je viens quand même de te donner une information, mais qu'est-ce que ça... Comment tu l'interprètes, pardon? Je pense qu'il va pas trop se prendre la tête ici sur ce board. Il avait le bouton un tiers et il a battu un tiers. D'accord. Alors qu'en vrai, je pense que tu dois pouvoir faire un quart même sur ce genre de board, j'imagine, ici. Donc peut-être en termes GTO, je sais pas. On parle même pas de GTO, là je parle vraiment de situations qui vont arriver régulièrment. Au-delà de la GTO, là c'est vraiment pas du tout, on parle pas du tout de GTO, on parle vraiment de ce que tu vis au quotidien. Donc pas forcément GTO, mais même exploitant réellement. Là, clairement, je m'attendais à ce qu'il s'ébête 100%, du coup, avec un petit size, il le fait. Géotaras, on va pas fold là. Ici, on n'est pas parti pour ça. Et en réalité, c'est ce que j'essaie de te faire dire, mais tu n'as pas voulu le dire. qu'il faut raise. En fait, il se passe quelque chose, c'est que souvent, on a tendance à... Justement, c'est pour ça que je te dis pas en GTO. Souvent, quand on joue, on fait pas attention à ses sizing. Et par moment, on a tendance à size up sur certains boards où on a touché. Et il s'avère que ici, faire 1.6, en réalité, c'est souvent un size up. On s'en rend pas compte parce que la différence n'est pas énorme entre 1 ou 1.6. Mais aller chercher malgré tout le bouton 1.6, faut le faire versus le bouton 1 qui est entre guillemets automatiquement écrit ici, tu vois. Donc en fait, il a quand même sizé ici et il a sizé un peu plus cher que ce qu'il aurait dû. Donc moi, c'est une première information qui me met une alarme. Alors, je folderai pas au flop, ta main est encore trop forte. Par contre, j'ai en tête que sur ce flop-là, il a fait un peu plus cher que ce qu'il aurait dû. Il a pris le temps d'aller chercher un bouton un peu plus cher. Donc, il faut faire attention. Alors, il va certes c-bet 100% ce board, mais est-ce qu'il va c-bet 100% 1.6? Je suis pas sûr. Donc pour moi, c'est une information qu'il faut absolument que tu aies en tête dans le déroulé du coup et qui va potentiellement t'aider à faire des hero fold ou des hero call. En tout cas, c'est une information qui est assez importante de regarder son sizing et de se dire que s'il a changé son sizing, et pour moi, c'est un léger size up ici, qui est pas énorme. Encore une fois, il a pas fait mi-pot, hein, mais il a quand même pris le temps de size up. Donc, je garde l'info. Mais je peux pas fold ici, encore une fois, effectivement, tu es trop haut, il y a quand même beaucoup c-bet, et voilà. Donc vient la turn, un 10 de cœur. Ici, pas grand chose à dire, je pense que tu vas check. Et ton adversaire va décider de barrel, il me semble. Non, ok, il check. Non, check back, Ok, donc il check back sur un 10. Globalement, ici, pas tellement d'informations. Il peut avoir encore énormément de mains, on l'a dit, il a c-bet 100%. Encore une fois, moi, j'ai l'information qu'il a légèrement size up, donc je m'attends pas à ce qu'il ait air complet. Donc globalement, quand il check sur le 10, je le mets beaucoup sur 2-7, 2-8, 2-9. Globalement, une carte
carte inférieure au 10, je pense. Et donc, je m'attends à ce qu'il check en tout cas ces mains-là. Je m'attends à ce qu'il check qu'est-ce que As-X. Mais en tout cas, effectivement, le 10, c'est pas une carte qui va barrel à 100%. Donc là-dessus, rien à dire. Maintenant, on arrive sur la river, la dame. Est-ce que tu as envie de reprendre le lead? Qu'est-ce qui t'inspire? La bonne info qu'on a déjà, c'est qu'il a check sur la turn. Ça, je pense qu'il faut pas l'oublier. Donc, clairement, quand ça check ici sur la turn, je pense pas que ça veut dire qu'il abandonne. Mais ça veut pas non plus dire qu'il a une main très forte, je pense. Il aurait souvent barrel. Donc, souvent une main avec de la showdown. C'est les mains que t'as dit. Peut-être aussi quelques 10 de temps en temps qu'il a touché turn et qui veut aller tranquillement au showdown river. La dame, c'est pas la meilleure non plus. Ça peut faire entrer quelques trucs qu'il aurait pu avoir. Mais je pense qu'on a envie quand même d'essayer de faire fold ces paires entre le 6 et le roi, les 10, des hauteurs as aussi, du coup, comme tu disais. Et là, à froid, j'ai envie de faire tapis, du coup. Parce que clairement, peu importe, enfin, si on fait un sizing mi-pot, même 3/4, je suis vraiment pas sûr qu'il va arriver à folder une paire, de toute façon. Donc, faut maximiser la FE et faire tapis directement, je pense. Ok, ouais. Donc, rapidement, moi, je pense malheureusement que c'est pas les spots où t'as le plus de FE, quel que soit ton sizing. En fait, si tu déroules la main autrement, alors je sais plus ce que tu vas faire à ce moment-là, hein, mais il me semble qu'effectivement, je crois que tu vas bet. Mais en fait, si tu redéroules la main, tu vas quand même assez régulièrement check raise tes rois sur ce board-là. Donc, en tout cas, tu as très peu de rois qui arriveront river. Est-ce que tu vas vraiment avoir valet 9 qui arrive river? Peu de chance, puisque tu vas quand même souvent fold valet 9 au flop, hormis les valets 9 suités où effectivement tu peux coller avec des backdoors. Mais en fait, du coup, ta range est assez cata river en réalité. Tu as éventuellement quelques deux paires dame 10, quoi. Mais encore une fois, il faut que ce soit suité et il reste plus beaucoup de suit. Enfin, il reste plus que le combo de dame 10 de trèfle, quoi. Donc ça fait un combo. Donc en fait, avec tous ces arguments-là, pour moi, déjà ta range, elle ressemble pas à grand chose river. Globalement, tu as surtout des hauteurs as, des 6 et quelques 10. Mais globalement, t'en as quasiment pas des 10 parce qu'en fait, faut que tu es connecté et que le flop, quoi. Et en plus, c'est un 10 de cœur, donc ça t'enlève encore plus des backdoors. Donc tu as très peu de value river. Et du coup, même à sa place, si effectivement il a quelques hauteurs as qui vont fold, en réalité, il va quasiment rien fold, puisque il a une range beaucoup plus forte que la tienne. Tu as malgré tout une hauteur as qui peut battre des hauteurs as chez lui, donc c'est pas un argument négligeable. Je m'attends pas à ce qu'il jamme toutes ces hauteurs as ici, hein, de toute façon. Donc ici, je pense que tu as un check assez facile. Et encore une fois, son petit size up me met quand même sur la piste des pocket pairs et des 10 plutôt que des hauteurs as, quoi. C'est juste ça que je me dis avec son sizing du flop, quoi. Et du coup, de mémoire. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, moi, tu prends le. Non, mais au moins, c'est cohérent avec ta. Voilà, tu fais cohérent avec toi-même. Je suis d'accord avec moi-même. Et dans l'idée, effectivement, je pense que s'il y a un size qu'il faut choisir, c'est celui-ci. Maintenant, je pense que la main est pas adaptée. Et oui, après, ça reste de toute façon ce que je fais. Et que le spot en lui-même est pas vraiment adapté à faire ça. Mais les run-outs sont pas idéales pour toi pour faire ça. Et voilà, bon, il l'a joué de manière un peu tricky, mais d'un côté, c'est l'un de ses pires rois. Tu vois, il t'a c-bet légèrement, il t'a légèrement size-up. Donc, c'est une info que tu auras contre lui, à mon avis. À voir, hein, si ça se trouve, c'est son sizing régulier et là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est une info que tu peux utiliser. C'est que potentiellement, tu peux légèrement fold un peu plus sur ces size 1.6 parce qu'en fait, potentiellement, c'est que de la value. Et à l'inverse, s'il te c-bet une bébé, tu vas pouvoir l'agresser massivement et un peu abuser de la situation. Donc, il faut vraiment que tu fasses attention à son sizing au bouton, qui veut peut-être dire beaucoup de choses, ou peut-être que pas du tout, et c'est son sizing habituel. Mais en tout cas, c'est une information qui est assez importante pour toi. Et faire attention, du coup, et tu as voulu faire une line où effectivement, tu avais un peu compris sa range, mais je pense que tu as un peu surestimé le fait qu'il allait pouvoir fold ici, et que toi, tu allais surtout rien représenter, et que tu as en réalité pas grand-chose river, quoi. Et je pense qu'elle est surtout là l'erreur de cette main, quoi. Mal joué, ça arrive parfois. Allez, on passe à la main suivante. Du coup, on se retrouve sur une nouvelle main. Cette fois-ci, tu es en HU contre un adversaire que tu as déjà joué. Donc, on a déjà vu dans ses mains précédentes. Cette fois-ci, vous avez tous les deux 25 blindes et on est au bouton avec Dame Valet. Donc là, je te laisse me dire ce que tu vas faire globalement. Mais ça va aller assez vite normalement. Ouais, clairement, c'est ce profondeur-là, on va min raise. Valet Dame off versus fish. Quoi dire d'autre? Je pense que c'est. Je sais pas. C'est globalement. On est content de faire grossir le pot avec Valet Dame. Exactement. Ouais. Là, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc, tu min raise, il call. Et on se retrouve sur un board pairé ici. 8-7-7. Notre adversaire décide de check. Et c'est la parole qui te revient. Qu'est-ce qui te tente ici? Déjà, on va pas faire de gros size sur ce genre de board. D'accord. Je vais pas décider de miser petit, soit de check ici. Je sais pas trop en vrai. Je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Bon, je vais pas te laisser en suspense pendant des heures. Je pense qu'ici, on n'a pas besoin de ces bêtes, encore une fois. Ce que j'ai été dire.
la population va quand même malgré tout beaucoup raise, c'est des boards hyper connectés, c'est des boards où c'est pas très compliqué de trouver des check raise et c'est pas compliqué d'en trouver beaucoup trop d'ailleurs. Donc dans ces situations, ce qu'on va préférer, c'est gentiment check. Enfin, c'est bête, me choquerait pas, hein, sincèrement, si tu sais bête ici, c'est jamais une erreur. Encore une fois, il faut juste faire attention à son adversaire. Il y a des adversaires qui vont avoir tendance à check raise 100% ces boards là. Donc contre cela, c'est une cata de ces bêtes. Par contre, effectivement, si tu as un adversaire passif, aucun problème pour ces bêtes énormément. Donc je vais préférer le check dans la plupart des situations, sauf contre quelques adversaires où le c-bet est correct. Okay. Maintenant, de mémoire, cet adversaire qu'on a joué tout à l'heure avait l'air plutôt passif, ou en tout cas pas plus agressif que ça, donc ça me dérange pas de c-bet contre lui, quoi. Donc, bon, ici, le seul truc qu'on peut dire, du coup, c'est que genre si tu c-bet, tu c-bet pas cher non plus, quoi. J'aurais c-bet une blinde, en fait, ici, parce qu'en fait, il va tout de suite te donner la réponse sur sa main, et en fait, s'il call sur ce board, bah, c'est un peu comme tout à l'heure, en fait, c'est des situations où ils vont être complètement inélastiques. Donc, quand je suis en bluff, aucun intérêt à faire cher, et quand je suis en value, bah, je vais un peu abuser dans le cas inverse et faire un peu plus cher. Mais dans tous les cas, je ne fais pas 1.5 ici. Si je c-bet, c'est une bébé parce que justement, pour toutes les raisons qu'on vient de donner, si check raise, je veux qu'il check raise le moins cher possible, et quand je serai en value, par contre, je ferai plus cher, quoi. Okay. Donc ici, une bébé pour moi, c'est mieux. Donc là, notre adversaire call, ce qui est une moyenne nouvelle, entre guillemets. Bon, il nous a globalement annoncé qu'il n'avait pas de set, ce qui est déjà une très bonne nouvelle. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Par contre, là, pour moi, on rentre dans une deuxième zone. C'est que maintenant, il va falloir réussir à définir sa range. Et ça, c'est plus dur. Donc je te laisse commencer et essayer de définir sa range dans les grandes lignes. Attends, je vais juste te donner l'information de savoir s'il check, il check. Donc déjà, voilà. C'est une information de plus qui aurait pu faire évoluer sa range, mais il a checké. Ouais, du coup, clairement, il a pas de set ici, c'est sûr. Ça aurait tout le temps check raise, ce type de profil. Je pense qu'on peut lui enlever quelques 8 aussi, peut-être ses meilleurs 8, qu'il aurait sûrement check raise aussi. Ouais. Donc, je me dis pas non plus qu'il a pas genre, quoique si c'est un pot min raise, donc en théorie, genre 8 et 3 off, je sais pas s'il y a des fonds. Mais bon, peut-être qu'il lui reste quelques 8 assez faibles, on va dire. On peut pas être sûr. Donc, le 4, c'est ouvre un deuxième flush draw. 5 et 6 est rentré aussi. Après, je pense qu'il a aussi pas mal de mains, genre roi 6 avec roi de carreau, des conneries comme ça, dame 6, dame de carreau, peut-être 10 pistes avec un carreau. Pas évident en fait, hein, mine de rien. Non, je pense que globalement, t'as assez bien défini sa range. Par contre, j'exclurais pas à 100% les sets, encore une fois. On peut pas... Okay. Enfin, des fois, il y a des adversaires qui sont un peu tricky et qui vont garder quelques sets. Donc, on va dire qu'il a plus de 10% de ses sets, si tu veux. Mais l'une des mains qu'il peut avoir aussi et qu'il a pas de check raise, c'est 8 et 7, qui est quand même la main la plus probable. Et en réalité, il y a quand même... Vrai, il en reste quelques-uns, donc faut faire attention à ça. Mais effectivement, globalement, sa range sur cette turn-là, je pense qu'on ne la fera jamais fold, puisque globalement, soit il a des draws très forts et il va encore aller le chercher, soit il a des 8 et on va pas faire fold sur un 4. Donc globalement, ici, je pense que, et c'est ce que tu vas faire à mon avis, c'est plutôt un check. Et voilà, tu check très rapidement en plus. Et donc on en arrive à la dame, qui était pour moi une carte très intéressante ici. Et qu'est-ce que va faire notre adversaire ? Il mise donc il mise 7 dans 7 pour t'annoncer qu'il a un 7 normalement. Voilà. Tout va bien. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Toujours pareil, en fait, ça dépend des joueurs en face. C'est vrai que c'est ça que je fais. Alors, ça dépendra toujours des joueurs en face, encore une fois. Ouais, mais oui, c'est sûr. Oui. Parce que tu sais que contre certains joueurs, ta top pair, tu peux la fold tellement facilement ici, en mode, il bluffe jamais, donc exactement. C'est easy, quoi. En fait, pour moi, cette main, elle est intéressante pour une raison, c'est que, tu viens de le dire, ce spot, il peut être soit incroyable parce que tu as des adversaires qui vont faire ce size tout le temps en bluff, et à l'inverse, catastrophique parce que les adversaires vont jamais bluff. Donc pour moi, cette main, elle est très intéressante parce que tu peux la jouer de deux manières complètement différentes en fonction des notes que tu as réussi à prendre avant sur ton adversaire. Bon, en tout cas, pour moi, cette situation, il vaut mieux la call la première fois. Et par contre, ce qui va être hyper important, c'est de prendre la note contre ton adversaire. Et du coup, c'est là où la prise de note est hyper importante parce qu'en fait, si cette situation se reproduit une deuxième fois, cette fois-ci, tu auras, entre guillemets, la quasi-certitude de ce qu'il va falloir faire. Donc là, s'il bluffe cette situation et qu'il est capable de bluff ce sizing-là, c'est très intéressant parce que pas tout le monde est capable de le faire. Bluff cher, tout le monde ne sait pas le faire. Et à l'inverse, si c'est que de la value, au moins, tu sauras que dans cette line-là, même si elle est très étrange et elle représente pas grand-chose, c'est que de la value. Donc, pour moi, le call est important parce que tu vas en tirer une information au-delà du fait que tu aies touché la dame. Ça, t'as déjà une main très forte. Mais pour moi, le plus important de cette main, c'est vraiment la prise de note où il va vraiment falloir que tu prennes une note après ce showdown, en fait. Tant que tu prends la note derrière, c'est bien de call. Si c'est juste pour call et pas prendre d'informations, je trouve pas ça très intéressant, quoi. Donc, bon, tu vois, il lui restait quelques sets. Je pensais pas qu'il lui restait effectivement ces sets-là. On prend la note. On le retiendra que quand il fait ce sizing
sizing-là, river, dans cette line-là, bah, faut fold. Même des mains aussi fortes que ta main. Parce qu'effectivement, dans ces situations, si notre adversaire ne bluffe jamais, on a beau avoir la cote qu'on veut, parce qu'ici, tu as 7 à mettre dans 21, donc tu dois être bon une fois sur 3. Mais en fait, si tu ne l'es jamais, bah, on n'a jamais l'équité, en fait, et du coup, il faut fold 100% du temps, même si c'est contre-intuitif. Donc voilà, c'était plus pour ça que j'ai sélectionné cette main qu'autre chose. Ok, ça marche. Donc on se retrouve encore sur une nouvelle main en HU cette fois-ci. Cette fois-ci, vous êtes 13 deep. On est sur un multiplicateur x4, donc globalement une partie où il y a potentiellement un peu d'enjeu pour notre adversaire. Ça, on ne sait jamais. Adversaire que tu connais, que tu ne connais pas? Inconnu au bataillon pour l'instant, ouais. Ok, donc normalement plutôt un bon signe pour nous. Donc ici, on a 9 et 4 et notre adversaire nous limp. Ici, une envie de raise, un check tout le temps. Qu'est-ce qui... Non, là, je pense qu'on va check contre ce type de profil. Ouais, jusque-là, non, je suis d'accord avec toi. On va pas prendre 3 heures pré-flop. Je pense que tu peux check, il n'y a pas de raison. Donc, vient un board 6-5-5, Rainbow, tu vas check. Jusque-là, RAS. Et notre adversaire, ici, va c-bet. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Bon, évidemment, pour qu'on ait sélectionné cette main, on se doute bien que tu n'as pas fold. Sinon, la main s'arrêterait ici. Du coup, ici, comme on l'a un peu dit, de toute façon, je pense que c'est le genre de board où nos adversaires vont pas trop se prendre la tête. Je pense que ça va se bet clairement 100% une blinde. Peu importe ce qu'il a, il s'en fout complètement. Donc, avec une main aussi faible que 9 et 4, je pense qu'on doit pouvoir compter un petit check raise quand même. Ça peut être intéressant, je pense. On a quelques petits backdoor straight qui peuvent être sympas. Et voilà, quoi. Je pense que tu as donné l'information un peu clé de cette situation. C'est que tout dépend effectivement de sa fréquence de c-bet ici. Plus notre adversaire va abuser, plus on va pouvoir raise. Donc si effectivement tu considères qu'il a 100%, des combos comme ça qui en réalité ne sont jamais check raise vont commencer à pouvoir être check raise. Bon, je trouve que ton combo est complètement abusé, qu'on se le cache pas. Parce que quand tu commences à prendre des 9 et 4, donc globalement une carte qui connecte et une over, ça me paraît un peu bas pour check raise. Parce que si, ça veut dire que tu check raise 100% quasiment. Et je pense pas que en GTO, ou même si on loquait dans une range sur GTO Wizard, on arriverait à ça. Donc c'est complètement de l'abus. Maintenant, si ton adversaire, effectivement, tu penses qu'il abuse complet et qu'en plus tu vas pouvoir tout lui faire fold si t'en mets plusieurs, ça peut devenir effectivement intéressant de check raise à très très haute fréquence, quoi. Donc tu fais 2.5. Ici, je pense qu'en réalité, tu pourrais juste faire 2x. Ouais, c'est ce que je vais dire. Ok. Enfin, en tout cas, je prends, toutes les informations que tu viens de me donner. Et entre guillemets, ta main me donne aussi beaucoup d'informations. Ta main, comme on vient de le dire, globalement, elle dit que tu vas check raise 100%. Ou en tout cas, globalement, dès que tu vas avoir une petite carte qui va connecter de près ou de loin, tu vas la prendre. Donc, si tu abuses à ce point, il va falloir un peu descendre ton sizing. Oui, forcément, ouais. En fait, là, le raisonnement que tu as eu, c'est mon adversaire, c'est bet 100%, petit 1. Donc, petit 2, je prends beaucoup de mes mains en check raise. Jusque-là, très bon raisonnement. La seule truc qui pêche, c'est que tu peux pas avoir un sizing aussi élevé, vu que tu vas avoir beaucoup trop de check raise et que, il y a aussi des fois où, il a beau, c'est bet 100%. Oui, parfois il y a effectivement les fois où il a. Enfin, il l'a pas 0% du temps, donc il y a des fois où il l'a. Et donc, pour toutes ces raisons-là, il faut que tu descendes un petit peu ton sizing. Mais encore une fois, c'est pas une erreur énormissime, mais voilà. Ce qui va être important, c'est aussi de voir ce qui se passe une fois qu'il a call, comment tu continues le coup, quoi. Donc là, notre adversaire call et turn quasi miracle, tu arrives à faire une paire, ce qui était un peu inattendu quand même, parce que voilà. Donc maintenant, il y a 7 oppos, tu as fait une paire. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ce coup? Moi, j'aime bien partir de ce que j'ai pas envie de faire, justement, déjà. D'accord. Donc là, déjà, j'ai pas envie de miser cher sur ce genre de carte. D'accord. Ça ferait pas trop de sens, je pense. Donc, on va pas miser cher. Soit on check, soit on continue en bêtant petit, je pense. Ça doit être les deux seules options que j'envisage à ce moment-là. Quand il colle, bon, bien sûr, je pense que tous ces 5, il va les trap s'il en a. Donc, il a encore le droit d'avoir des 5, clairement. Je pense que de temps en temps, par contre, s'il avait eu des 6, il aurait peut-être fait tapis. Tous ces flots, on est encore devant de toute façon ici. Donc, je pense que checker, ça doit être mieux pour prendre une info gratuite, en fait, à mon avis. Genre, je préfère check, voir ce qu'il fait, et quitte à lui laisser toucher une overcard ou un truc comme ça, mais au moins, j'aurais peut-être pu prendre l'info ici si je check que si je bet petit. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, en gros, moi, je pars un peu du principe que... Enfin, il va falloir définir sa range, et en réalité, je trouve que tu l'as assez bien défini. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas du tout la même finalité une fois que j'ai défini sa range que toi. Ok. En gros, on est d'accord tous les deux, sur les 5, globalement, il va plutôt les call. Bon, allez, peut-être que 10% du temps, il va les raise, mais il y a très peu de chance. Enfin, il va plutôt te trap avec un 5. Les 6...
je pense que malgré tout, il va pas trop les jam les 6. Et il va quand même les call parce qu'il considère, à mon avis, si c'est bet 100%, c'est qu'il comprend un peu ce qui se passe et il se dit que quand il peut se faire check raise par pas mal de mains, un peu what the fuck, et que du coup, il peut quand même call ses 6 et pas forcément faire tapis avec tous ses 6. Donc je pense qu'il en reste quand même quelques 6. Et surtout, il lui reste une énorme partie de mains qui sont juste des R avec des As et des Rois X. Et toute cette partie-là, en fait, c'est elle qui m'intéresse. Et quand je touche une paire ici, sachant que déjà, dans beaucoup de cas, j'en aurais mis 3 ici, parce qu'à partir du moment où tu check raise autant, tu veux globalement faire fold toutes ces hauteurs. Et du coup, tu vas souvent devoir en mettre 3. Donc, quand je touche une paire, il faut absolument miser, quoi. Par contre, je suis complètement d'accord avec toi que je vais pas prendre un gros sizing, ça ne servirait à rien de toute façon. Mais en fait, c'est qu'il faut que j'arrive à faire en sorte que déjà ma range globale va bet énormément sur quasiment toutes les turns et que pour une fois où je touche une paire, je suis très content de bet, quoi. Parce que sa range est énormément composée de hauteur. C'est des mains que tu as envie de value en fait. Enfin, toi tu parlais de lui laisser une free card, mais c'est plus que ça en fait. Là, tu perds de la value en fait parce que c'est des mains qui vont pure check et par contre qui peuvent globalement te call parce que elles te croient pas. Alors que globalement, c'est une carte qui t'arrange complet. Ici, t'as 7 et 9, t'as 8 et 7, tu vas avoir... c'est une carte qui connecte énormément, donc petit sizing, c'est très bien. Et en plus, on est très content de value toutes ces hauteurs et ces 6, quoi. Après, je me disais qu'il avait pas tant de hauteur à ce que ça, normalement, vu les profondeurs flop, de toute façon, les stacks. Vous faites pas tapis tous vos as, de mémoire, vous êtes, si tu regardes à 3,5, vous êtes quand même 12 deep, 13 deep. Vous êtes pas short. T'es pas et puis le fait qu'on soit sur un 3-4, tu sais. Peut-être. Alors, effectivement, il y en aura, ça c'est une évidence. Il y aura moins d'As-X que si vous étiez 20 deep, c'est sûr. Mais vous êtes quand même encore assez deep pour qu'il y ait des As-X ici, qu'il y ait des Rois X. Et de toute façon, c'est sûr qu'il y en a. Tu vois. Enfin, moi, j'ai pas trop peur de ça. Il a quand même call après ton check raise et il peut pas avoir que des 5. Enfin, il y a un moment où il faut absolument qu'il ait des hauteurs aussi dans l'histoire. Sinon, effectivement, c'est que ton check raise est encore plus puissant que ce qu'on pensait et qu'il faut le 100% au flop. Mais donc voilà, moi je pars du principe qu'il lui reste des hauteurs. Que contre des 5 de toute façon, maintenant que j'y suis, là on est sûr que je peux pas m'en sortir. Mais effectivement, il y a quand même tous ces 6 et toutes ces hauteurs à value et il faut absolument le prendre selon moi. Donc je dis ça là, mais je sais même plus ce que j'ai fait. De mémoire, voilà, tu check et ton adversaire va check back, je crois. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Et donc on arrive sur une river valet et là effectivement ça devient cata parce qu'effectivement je te vois mal value. Alors peut-être que je me trompe et tu as pris un value. Là je me dis, bon le valet ça fait chier, c'est pas la meilleure, mais en vrai ça va parce qu'il a quelques valets qui ont dû me flotte au flop, mais il doit pas y en avoir des masses non plus en vrai ici. D'accord. Donc ça va en vrai le valet. Et là en vrai je me dis value facile avec le 9 quoi. Je lui mets 2, 2,5, il me paye un 6, une hauteur et je suis content quoi. Mais bon, peut-être que je me trompe. Déjà faut prendre en compte le fait que ce soit les carreaux qui sont rentrés. Carreau qu'il a pu complètement flotte pour le coup. Tu as check turn, donc en fait lui il a 2 carreaux, il va check turn, il va jamais reprendre le lead. Donc le fait que ce soit les carreaux, en réalité ça nous arrange pas des masses, puisque pour le coup il peut complètement avoir any tout carreau quoi. Un 7 et n'importe quoi de carreau, un 8 et n'importe quoi de carreau, un 10 et n'importe quoi de carreau. Donc ça fait déjà, tous les carreaux il les a. Tu as check turn, donc globalement il peut tous les avoir. Le valet, il peut en avoir quelques-uns malgré tout, parce que comme tu dis, il a moins d'as, moins de roi. Potentiellement, il call peut-être beaucoup de dames et beaucoup de valets. Bon, ce qui semble très ambitieux. Encore une fois, je les mets avec parcimonie les valets et je suis d'accord qu'il en a pas beaucoup. Mais il en a. Et avec tous ces arguments-là, en réalité, tu values pas tant de choses que ça. Et du coup, je pense que je préfère être en check call qu'en bet de moi-même. En fait, je préfère le laisser avoir quelques bluffs qui vont miser de même plutôt que me dire que je prends une tonne de value à tous les 6 et les hauteurs quoi. Donc c'est marrant parce que moi je me dis plutôt je bet très small et si je me prends un raise je fold tous les jours quoi. La problématique elle est aussi dans ce que tu viens de dire, c'est que tu fold tous les jours et que si t'as un adversaire compétent, ta line elle représente pas grand chose et que si tu me bets petit dans cette line, je pense que je vais souvent te jam mon 6 quoi. En fait, je pense que j'ai tout le temps perdu avec mon 6 dans cette line quand je suis à la place de ton adversaire et du coup je pense que les 6 vont commencer à jam quand ils sont en carreau, donc c'est pas l'idéal pour toi d'être en trop value scene dans ce spot et je pense que je préfère la line où je bet turn et check river que ta line où tu bet river petit quoi. Mais après peut-être que je me trompe et t'es tombé sur un adversaire sympa. Tu fais très cher. Tu pars sur un Mipo. Le Mipo, bon, je pense qu'on est tous les deux d'accord à froid, ça y a pas de souci. C'est pas globalement c'est pas vraiment le sizing qu'on aurait voulu voir. On peut dire que c'est de la merde, t'inquiète pas. Mais surtout qu'à froid, à froid tu l'as dit comment à froid on est plutôt sur du petit sizing et ça je suis plutôt d'accord avec toi. Qui t'a misé, c'est misé petit. Bon, ton adversaire a snap call donc c'est très mauvaise nouvelle pour toi. Voilà, bon, il a call un valeur qui était relativement normal de call, mais tu vois, t'aurais pu lui prendre un peu de value turn et potentiellement lui faire fold cette main turn. Ouais, je pense que je préfère quand même quand je fais une paire à la turn dans ce
genre de board, vu ta fréquence de check raise, je pense qu'il est très important de partir sur beaucoup de lines de 3 barrels, plus que de lines de bet check bet. En fait, c'est en bluff, tu aurais souvent 3 barrels dans cette line. Donc, faut bien se dire que quand tu vas toucher des paires, tes adversaires vont pas forcément te croire énormément. Donc, tu vas gagner beaucoup de value sur toutes les hauteurs. Donc, plus que laisser free roll, c'est vraiment value au maximum. Tes mains comptent de quoi faire de la value, quoi. Et là, du coup, tu as complètement une main enfin, ta main, elle est trop bien, en fait. Tu bats les paires du flop. Enfin, tu bats les deuxièmes paires du flop, on va dire. Tu es dans toutes les hauteurs. En fait, ta main, elle est très, très, très forte ici. Tu peux pas mettre que des 5 à la turn, tu vois. Enfin, donc ouais, je pense qu'ici, tu as manqué un petit bet turn. Bon, qui potentiellement aurait changé. Et River, il aurait fait tapis et t'aurais fold. Mais entre guillemets, c'est toi qui aurais pris le lead et t'aurais pu continuer avec pas mal de mains ce que tu aurais fait en bluff, en fait. Donc, tu vois, N7, N8, tu l'aurais pris en bluff. Un 10, t'aurais peut-être pris en bluff. Donc, faut que t'aies absolument de la value en face, quoi. Et ça, c'est une main que t'auras en value. Et vu que tu check raise autant, faut absolument que tu prennes autant de value sur les cas où tu vas faire des paires, quoi. Ok. Intéressant. Ça marche. Assez marrante. Alors, on se retrouve sur une nouvelle main, cette fois-ci en HU contre un reg, de ce que tu m'as dit hors caméra. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, donc on est contre un reg. On a passé rapidement le préflop, tu as limp, il a check, et donc on se retrouve sur ce flop 7-4-3 avec un flush draw. Ici, tu vas gentiment check, après que ton adversaire est check. Et donc, ouais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici. Ouais, je pense que ça me va, mais on verra ça juste après. Le turn est un roi. Ici, je pense que tu vas prendre le lead. Ouais, tu vas miser, tu mises 2. Yes. Je pense que là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu mises très cher sur un roi, tu veux faire fold des 3 et des 4. Jusque-là, je pense que tu es toujours d'accord avec toi-même à froid. Pas de souci. Ton adversaire call, et on se retrouve donc sur un 9 de cœur river. Et là, tu vas décider de continuer à bet. Et tu mises 3 quarts. Tu veux nous expliquer rapidement pourquoi ce size? Là, encore une fois, comme on l'a dit pour la turn, on voulait faire fold des 3 et des 4. Maintenant, arriver river sur le 9 qui change pas trop la range adverse en vrai. Je pense que le raisonnement de turn marche encore river. Donc, miser 5 dans 6, vraiment très cher pour lui faire fold un 3 ou un 4. Ça marchait très très souvent. Et notre line représente quand même énormément un roi ici. Donc, je pense qu'il peut pas faire grand chose avec ses pires paires ici. Ouais, et puis effectivement, il y a aussi tous ces draws qu'on raté et qui auraient fold sur n'importe quel sizing, mais je pense qu'effectivement, l'important, c'est absolument de faire fold C3 et C4. Donc, sizing qui me va très bien. Mais du coup, moi, ce qui m'intéressait dans cette main, c'est que je me suis posé la question du coup, du moment où tu check au flop. Alors, à mon avis, la théorie est plutôt OK avec toi là-dessus, sur ce genre de board. C'est pas des boards où on va bet à haute fréquence, mais je pense qu'il est assez intéressant. Et encore une fois, on a quelques outils à disposition comme GTO Wizard qui nous permettent aujourd'hui de changer un peu ce que vont faire nos adversaires versus la GTO et donc de comprendre comment nous on peut jouer différemment. Donc, on est sur un board qui est très connecté, low, où un adversaire qui n'a pas étudié parfaitement la GTO, ce qui est le cas de beaucoup de gens, et encore une fois, nous compris, va avoir tendance à check raise un petit peu trop. Donc, ce que je me suis intéressé à faire, c'est regarder un peu comment la GTO réagissait. Déjà, dans un premier temps, à quel point elle allait laisser bet ce spot, et ensuite, dans un second temps, à quel point, ici, elle allait globalement faire changer son jeu parce que mon adversaire s'est bet un peu trop. Enfin, check raise un peu trop, pardon. Donc, ce qu'on va regarder ici, nous allons s'est bet dans ce spot 46% du temps. Nous avons 10 C2 ici, donc tu vois, c'est plutôt une main qui est checkée, donc plutôt comme que tu as fait. Je pense que c'est les 10 de pique qui sont un peu plus bêtes, donc voilà, jusque-là, pas de problème à faire. Là, c'est la situation que tu as vécue et c'est la situation où tout le monde joue parfaitement en GTO. Et moi, donc, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire, ok, mais mon adversaire, à mon avis, est un joueur régulier et il va peut-être avoir tendance à un peu trop check raise ce flop. Donc, est-ce que je peux faire autrement au flop? Et c'est un peu ce qui nous intéresse. Et il s'avère que je lui ai rajouté beaucoup de check raise et en lui rajoutant beaucoup de check raise, eh bien, on arrive à une situation où on va pouvoir miser de manière beaucoup plus importante. Donc, tu vois, on était à 45%, on est maintenant passé à 69%. Donc, on a quand même gagné 30%, ce qui est énorme. Et donc, dans les mains qu'on a gagné, on a effectivement gagné tous nos 3, tous nos 4 qui sont passés. Mais effectivement, tu vois, nos bluffs, mon 10 et 2 maintenant sont misés à beaucoup plus haute fréquence. Donc, ça me choquerait pas que tu aies pris cette main en c-bet un peu plus. Et donc, ce qui est assez intéressant de comprendre, en fait, c'est tous ces boards où on pense qu'on ne peut pas bet beaucoup. En réalité, si ton adversaire abuse complètement en check raise, toi, tu peux complètement abuser et sélectionner des mains, en fait, qui n'ont pas vraiment d'équité, puisqu'en fait, l'avantage que tu as, c'est que si on te rappelle, eh bien, ta main, en réalité, elle a 0 équité. Par contre, pour lui, vu qu'on sait qu'il va check raise toute son équité et toutes ses mains fortes, tu t'en fiches de fold de ta main, puisque ta main a aucune équité, donc ça, c'est pas très grave. C'est pas la partie qui t'importe. Par contre, quand il va just call, eh bien, sa range va être énormément capée. Et l'avantage de jouer contre une range capée, c'est que tu vas pouvoir mettre énormément de pression et que lui va se retrouver quasiment que dans des situations de hero call. Et le fait que lui soit que dans des situations de hero call, ça va te faire énormément gagner d'argent puisque c'est compliqué de faire des hero calls.
Et donc effectivement ici, toutes les turns vont être des overs, quasiment, sauf les 2, les 5, les 6. Mais toutes les turns vont être des overs. Le 2, de toute façon, ça te fait faire une paire, tant mieux. Et pour les 5 et les 6, de toute façon, tu aurais plutôt check. Donc c'est pas très grave. Par contre, toutes les cartes supérieures au 7, elles vont t'arranger, puisque tu vas pouvoir mettre de la pression sur ces 3, ces 4. Encore une fois, ces 7, il en aura check raise beaucoup trop et il n'en aura pas tant que ça. Et donc tu vas être dans une situation hyper favorable où tu vas pouvoir très facilement le faire fold des 3 et des 4 sur 3 barrels. Donc on est passé, tu vois, d'une main où tu vas très peu c'est bête et la jouer comme tu l'as joué, ce qui est une line tout à fait orthodoxe, on va dire. Mais ce qui peut être intéressant, en tout cas au poker, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein de lines qu'on ne voit pas directement et qui n'existent pas tant qu'on les cherche pas, où on peut aussi jouer différemment parce que notre adversaire va dévier, et qui dit déviation dit que toi aussi tu peux dévier dans l'autre sens. Et le principe de la GTO, c'est de jouer tous parfaitement, mais si tout le monde ne joue pas parfaitement, c'est pas la manière optimale de gagner de l'argent au poker. Donc toi, dans cette situation où ton adversaire abuse, il faut que toi aussi tu abuses d'une autre manière pour profiter de son abus. On est dans un jeu complètement exploitant chez tout le monde, mais c'est pas parce que ton adversaire est un joueur régulier qu'il est forcément le plus compétent du monde. Il faut que tu profites de ses défauts pour gagner de l'argent. Donc voilà. Donc ici, tu peux complètement c-bet et tu pourras facilement sur 3 barrels faire fold tous ces 3 et ces 4 parce que sa range sera pas assez forte pour pouvoir assumer plusieurs barrels. Donc c'est pour ça que cette main était intéressante, mais la manière dont tu l'as joué est tout à fait bonne. Mais voilà, c'est une deuxième manière de jouer la main qui me paraissait très intéressante. Ok, nickel. Merci Théo. Voilà. Alors on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle main avec toi. Cette fois-ci tu es au bouton. On est sur un x2 et c'est la première main du spin. Tu as donc As-Roi, tu as Open et on se retrouve sur un flop Roi-Dame 5 et tu as l'opportunité de miser. Je suppose que tu as déjà choisi ton sizing. Là-dessus on va pas dire grand-chose. Ouais. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire. As-Roi en Open, c'est logique. Au bouton, le sizing, un sizing small avec une grosse fréquence de bet. Donc à savoir si est-ce que je peux faire juste 1 à la place de faire un tiers, c'est peut-être juste ça, mais sinon, je sais pas. En tout cas, je pense qu'on peut aller vite, c'est un peu comme tout à l'heure, à mon avis. Tu peux complètement faire ce sizing-là. Tout dépend de ta stratégie globale, mais je pense que 1.6, c'est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Ton adversaire call, je ne crois pas que ce soit spécialement un joueur régulier que tu as sur d'autres tables. Non. Tu arrives sur un 6 de trèfle, je pense que tu vas miser une deuxième fois. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose de différent? Là, je pense que clairement on a un bet versus fiche en fait. Ici, je me dis que j'ai vraiment envie de tout lui prendre en fait en 3 streets. Donc miser pas très cher, ça me conviendrait pas trop. Donc faire genre 4,5 ou 5, un truc comme ça pour essayer de tout lui prendre. S'il a des rois moins bons, peut-être des dames qu'il va pas arriver à lâcher. Des choses comme ça. Ça peut être une stratégie sympa, je pense. Ici, il y a un truc assez marrant à faire. En fait, il faut se dire que, globalement, ici, si tu en mets 3, il y a peu de chances qu'il call beaucoup de mains. Je pense que même des dames peuvent fold si tu en mets 3. Donc, un truc qui est assez marrant à faire dans ces cas-là où tu bloques pas les trèfles, ton as, globalement, ça change pas grand-chose puisqu'il a pas as-dame. Donc, en fait, on s'en fiche un peu. Ça, tu bloques pas des dames, entre guillemets. Tu bloques roi-dame, mais de toute façon, roi-dame, c'est la pire main pour toi. Enfin, ça te bat. Donc, dans ce genre de cas où tu bloques rien, tu peux faire extrêmement cher. L'avantage de faire extrêmement cher, donc je parle de pot ou d'overbet, c'est que tu vas lui faire miser énormément de jetons à la turn et il va se sentir obligé de call river. Donc ton intérêt à toi, c'est que tu vas le mettre dans une situation où en fait, il aurait fold tout le temps quand t'en mets 3 parce tu vas lui faire mi-pot et globalement, potentiellement, tu vas gagner que 7,5 jetons, enfin 7,5 bébés, pardon. Ou là, par exemple, tu vas lui mettre 7,5. Donc là, il va devoir call parce que là, il sera pas capable de fold à la turn puisque rarement ils vont fold à la turn s'ils ont un petit bout de quelque chose ou en tout cas la dame, il peut encore te voir en bluff et se dire que tu vas check river. Mais tu vas construire un pot tellement gros qu'il va se sentir obligé de call river. Donc déjà, je pense qu'en théorie, ça doit pas être déconnant de faire aussi cher. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette situation où tu joues contre un joueur qui n'est pas un joueur régulier, ça peut être très intéressant d'avoir des sizings complètement exploitants parce que justement, ils vont se retrouver dans une situation où ils vont se dire qu'il va falloir hero call parce qu'il y a plus tant que ça dans le pot et pourquoi pas. C'est le fameux maintenant que j'y suis, j'y suis. C'est ça. Et donc, il faut que tu arrives à créer ce sentiment-là en faisant extrêmement cher à la turn. Donc voilà, en faisant extrêmement cher à la turn, tu arriveras à le commit entre guillemets et il va se sentir obligé de payer dans tous les cas. Et du coup, ici, potentiellement, tu pourrais sur 3 barrels lui faire fold un 5 si jamais, tu vois, là entre guillemets, c'est des lines où il va quand même assez régulièrement fold sur 3 barrels. Même une dame, en fait, je pense. Une dame, effectivement, une dame peut complètement fold sur 3 barrels. Là où si tu lui mets vraiment 10 à la turn, je pense qu'il peut plus trouver de raison de fold, puisqu'en fait, il va se dire, mais j'ai 10, il y a 30 dans le pot, je fais il faut que je paye parce qu'en fait, maintenant, ils vont s'inventer une cote qui n'existe pas, parce que effectivement, tu ne feras pas ça en bluff. Mais vu qu'il aura jamais assez d'historique pour avoir cette information, toi, tu peux y aller un peu comme... c'est un play complètement exploitant, encore une fois. C'est vraiment
utiliser que dans des situations précises, mais c'est une situation qui est très très forte. Voilà, là tu te retrouves effectivement à mettre 16 dans 18, donc c'est très bien, c'est un bon pot de size bet, enfin tout est calculé pour arriver. Moi je calcule pour faire un pot de size bet, c'est pour ça. Donc je suis complètement d'accord et c'est très bien et c'est ce qu'on apprend à l'école, on va dire. Mais si tu veux être un peu plus exploitant, c'est pas mal de lui mettre. En fait, quand il call 5, il call 10. Par contre, river, il se retrouve plus du tout dans la même situation dans les deux cas, quoi. Et donc voilà, là tu peux gentiment faire tapis et tu tombes sur un adversaire qui ne te croit pas du tout, qui est généreux, en tout cas qui pense vraiment que tu vas bluff ici, et du coup effectivement tu ne lui fais pas fold d'un 5. Mais en tout cas je pense que dans les cas pratiques que tu vas rencontrer, je pense que c'est toujours mieux de faire un peu plus cher turn, justement pour toutes ces raisons là, tu leur mets dans la tête un petit ancrage où ils ne pourront plus fold river un 5 et tu vas pouvoir gagner plus d'argent sur ces 5 là et les dames que si tu mets 3 barrels comme tu viens de faire, quoi. Ok, je capte. Voilà, donc en tout cas très intéressant ton gameplay. Je pense qu'on a vu des mains, globalement tout était assez bien joué, mais c'est plus pour essayer de donner des stratégies en plus et pousser un peu plus ton jeu pour que tu aies des meilleures armes, en tout cas des armes différentes. Donc j'espère que tu pourras en tirer quelque chose aux tables et encore t'améliorer et avoir un bel arsenal que tu auras construit, et au moins tu auras plein de stratégies en tête. Non mais clairement c'est très intéressant. Merci beaucoup Théo. Écoute, j'espère que ça pourra aider ceux qui regarderont la vidéo aussi. J'espère. En tout cas, n'hésitez pas à commenter s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, s'il y a des choses où vous voulez qu'on pousse un peu plus le raisonnement, ou voilà, on peut en faire encore plein des vidéos comme ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de Spinelite, n'hésitez pas à postuler sur Spinelite pour avoir vous-même des formations et avoir des coachings privés et de groupe pour améliorer votre jeu, puisque c'est comme ça qu'on va vraiment monter les limites et potentiellement atteindre les 200 €. En tout cas, je pense que c'est ce que tu aimerais faire, quitte un jour potentiellement jouer ces 200 €. Ah oui, il faut faire rentrer de la moula un peu quand même. Exactement. C'est intéressant, ouais. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à la chaîne, et merci beaucoup de nous avoir regardé jusqu'au bout. Allez, salut. Ciao, ciao.